Ces dernières années, on parle beaucoup plus d'égalité. Mais il y a une histoire dont on parle moins, celle des travailleuses. Des femmes qui ont tout fait, mais qui restent pourtant invisibles dans les récits officiels du féminisme et du progrès social. Aujourd'hui, en 2025, alors que le secteur du soin et du service est en crise, que les aides à domicile manquent et que les femmes immigrées tiennent littéralement debout nos sociétés, il est urgent de se souvenir que cette invisibilisation n'est pas nouvelle. Elle est le fil rouge des siècles d'histoire sociale, politique et féministe. Quand on commence à raconter l'histoire du travail féminin et même du féminisme, on parle souvent d'Olympe de Gouges, d'Hubertine Auclair ou Louise Michel. Et elle compte, bien sûr. Mais la réalité matérielle des siècles précédents s'écrit ailleurs. Dans la suie des ateliers, le linge bouillant des blanchisseries, la chaîne des métiers de la soie, les escaliers raides qui mènent aux chambres de bonne. Silvia Federici l'a rappelé dans Caliban et la sorcière. La domination des femmes dans les sociétés prémodernes puis capitalistes s'est construite par le contrôle du travail reproductif, c'est-à-dire les accouchements, les soins, la surveillance des enfants. Un travail non rémunéré mais indispensable pour que la production salariée existe. Autrement dit, sans le labeur invisible des femmes, il n'y a pas de capitalisme. Ce lien nous oblige à regarder la vie quotidienne comme un terrain politique et à lire les révoltes des petites mains, entre guillemets, comme des gestes politiques à part entière. En colère. Au XIXe siècle, Lyon est la capitale mondiale de la soie. La Croix-Rousse, ce quartier perché au-dessus de la ville, résonne du bruit des métiers à tisser. Les canuts, c'est-à-dire les ouvriers de la soierie, travaillent dans des ateliers tout petits. Ils sont la main-d'œuvre qualifiée d'un secteur qui rapporte des fortunes aux marchands fabricants, appelés les soyeux, mais qui écrase les artisans par la baisse des tarifs et la concurrence. Les canuts travaillent parfois plus de 15 heures par jour, ils sont payés à la pièce et ils sont dépendants des tarifs imposés par les patrons. Les femmes, souvent appelées des canutes, assurent la préparation du fil, le dévidage, le tissage fin, la broderie, plein de tâches hyper délicates et essentielles. Mais leur travail, vous imaginez bien, est considéré comme de la merde et donc payé une misère. On considère qu'on peut s'en passer, alors qu'on ne peut pas s'en passer. En novembre 1831, les canuts et les canutes se soulèvent parce que la baisse des tarifs les condamne littéralement à la misère. Autant aller se tirer une balle directement. Donc le mot d'ordre qui est crié dans les rues, c'est « vivre en travaillant ou mourir en combattant ». On peut déjà bien imaginer le contexte. Ils dressent des barricades, prennent le contrôle de la ville pendant quelques jours avant d'être écrasés par l'armée. Ensuite, il y a une seconde insurrection qui éclate en 1834 et elle est plus sanglante encore, il y a près de 600 morts, donc là on peut vraiment parler d'une grosse répression. Dans ces révoltes, il y a les femmes, les canutes. Et les archives locales montrent leur présence dans les assemblées préparatoires, leur rôle dans la logistique des grèves et parfois même dans les barricades que j'ai citées plus tôt. Mais dans les récits officiels, elles disparaissent complètement. Voilà. L'héroïsme masculin est bien présent, par contre la femme peut bien aller se faire voir. La contribution féminine est réduite au silence. Pourtant, sans elle, l'industrie lyonnaise de la soie n'aurait jamais prospéré. Et sans elle, les révoltes n'auraient pas eu de base populaire. Au XIXe siècle, dans les grandes villes, il y a une autre figure féminine qui est omniprésente, la domestique ou la bonne à tout faire, entre guillemets. À cette époque, les domestiques forment la première profession féminine en nombre. À Paris, une femme active sur 10 est domestique. Et la plupart viennent de la campagne. Elles sont recrutées très jeunes, parfois dès 12 ou 13 ans. Elles logent chez leur employeur, souvent dans une chambre de bonne insalubre sous les toits, et travaillent du matin au soir. Nettoyage, lessive, cuisine, garde des enfants, service de table, courses, etc. Le sociologue Frédéric Leplay décrit en 1855 des jeunes filles montées à Paris à 13 ou 14 ans travaillant 16 heures par jour, logées dans des mansardes glaciales, dormant parfois dans la cuisine. Ensuite, le médecin Louis-René Villermé parle de leur état de santé comme étant un état très fragile. Il parle aussi de l'épuisement et des humiliations quotidiennes que les domestiques subissent. Flora Tristan, qui est une militante socialiste, écrit elle aussi en 1843 dans l'Union ouvrière que la condition des domestiques est de l'esclavage moderne. Concrètement, ces figures-là, elles sont
indispensables à la vie bourgeoise. Sans elles, les familles aisées ne pourraient rien faire. Parce que ce sont les domestiques qui vont cuisiner, qui vont nettoyer, qui vont élever les enfants, qui vont habiller les maîtres, qui vont tenir la maison. Et c'est grâce à elles que les femmes bourgeoises ont du temps de libre qu'elles vont ensuite pouvoir consacrer à la sociabilité mondaine ou au militantisme féministe, par exemple. Leur dépendance, elle est totale. Les domestiques n'ont pas de vie privée, elles n'ont pas de jours de repos, elles sont là constamment, elles font tout. Leur rôle social, il est paradoxal. Elles sont à la fois au cœur de la reproduction de la vie quotidienne des classes supérieures, mais elles restent invisibles et sans reconnaissance. C'est dans ce contexte que se dessine une opposition qui traverse encore aujourd'hui le mouvement féministe. Le féminisme bourgeois du 19e siècle et du début du 20e siècle est porté par des femmes, comme Hubertine Auclair, Madeleine Pelletier ou encore Maria de Rem. Ces femmes-là luttent pour l'accès à l'éducation, le droit de vote, la possibilité d'exercer des professions libérales. Ça, c'est des combats qui sont essentiels, bien sûr, mais ils concernent d'abord les femmes qui ont déjà un certain capital social et culturel. Leur horizon, c'est l'égalité avec les hommes de leur classe. Et les femmes qui sont en dessous, on ne les regarde pas particulièrement. À l'inverse, le féminisme populaire, celui des ouvrières, des domestiques, des blanchisseuses, lie toujours la question des femmes à celle de la classe sociale. Pour elles, la lutte, elle passe par la réduction du temps de travail, par l'égalité salariale, la reconnaissance des métiers du soin et du ménage. Donc en fait, là, on voit vraiment la question de la classe sociale prendre une grande place dans le mouvement féministe. C'est-à-dire qu'on va défendre les droits des femmes, mais ça dépend de si t'es à mon échelle ou si t'es pas à mon échelle. Donc en fait, il y a un clivage sociologique autant que politique qui va se créer. Les féministes bourgeoises, elles veulent l'émancipation par l'accès aux droits civils, et parfois elles prennent un peu de haut, comme c'est le cas aujourd'hui. Les féministes, ou les femmes tout simplement de la classe populaire, d'une classe sociale considérée comme en dessous d'elle, et souvent en fait il y a une vraie opposition, parce qu'on imagine une bourgeoise qui n'en a rien à faire d'avoir une transformation économique, mais bien plus une volonté d'avoir plus de liberté. C'est pas une opposition qui est abstraite d'ailleurs, parce que dans les associations féministes de l'époque, beaucoup d'ouvrières sont tenues à l'écart. Elles sont considérées comme trop radicales ou trop vulgaires. L'histoire officielle, elle a retenu le récit des premières et effacé celui des secondes. Parce que, encore aujourd'hui, si on considère qu'une femme sait moins bien s'exprimer, est très énervée, on va moins la prendre en considération. Et je pense que les féministes de la bourgeoisie à cette époque, comme déjà tu devais te battre pour avoir ne serait-ce que 30 secondes de parole, elles ont dû repousser les autres femmes des autres classes sociales pour dire « Attendez, nous on est différentes », en espérant que ça leur donne plus de crédit et plus de liberté de parole. Cette fracture, elle traverse l'histoire du féminisme jusqu'à aujourd'hui. Parce que qui parle au nom des femmes? Qui est représenté? Et qui reste encore invisibilisé parce que trop pauvre, trop ouvrière, trop étrangère? Les grandes grèves des femmes ponctuent ensuite le siècle. En 1936, les ouvrières du textile, par exemple à Troyes, occupent leur atelier pour réclamer les mêmes augmentations que les ouvriers. Dans les années 60 à 70, les OS, c'est-à-dire les ouvrières spécialisées, souvent issues de l'immigration maghrébine ou portugaise, elles alimentent les chaînes de Peugeot, de Citroën ou de Renault, et elles sont payées au rabais par rapport aux hommes, qui sont eux-mêmes déjà payés comme de la merde, et elles sont cantonnées à des tâches répétitives. Dans l'échelle sociale, vraiment, être une femme ouvrière, t'es en dessous de la merde, quoi. Alors que pourtant, sans elles, on n'a pas tout ce travail à l'usine. On n'a pas tout ce profit ensuite qu'on fait dans ces grandes entreprises. Et c'est encore le cas, quoi. On remarque encore maintenant, les métiers du soin, ils sont considérés comme de la merde alors qu'on en a besoin. On parle de nécessité, là, quand même. Rappelons quand même qu'en France, près de 90% des aides à domicile et des employés de ménage sont des femmes. Rappelons aussi qu'elles gagnent en moyenne 25% de moins que les hommes pour le même type de travail. Dans le secteur du soin, les métiers les plus féminisés, aides-soignantes, infirmières, auxiliaires de vie, restent sous-payés malgré leur utilité vitale. Enfin, on l'a vu pendant le Covid, à quel point ces femmes-là, elles tiennent debout nos sociétés. Le poids de l'histoire, il se lie aussi dans la composition sociale et raciale des professions que j'ai citées.
Comme les domestiques du 19e siècle venus des campagnes, beaucoup de travailleuses du soin et du nettoyage viennent aujourd'hui de l'immigration. Les femmes originaires d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, d'Amérique latine ou d'Asie sont surreprésentées dans ces métiers qui sont d'ailleurs hyper précaires et elles cumulent des discriminations raciales et sexistes hyper importantes. Encore aujourd'hui, c'est des métiers qui ne sont pas reconnus, qui sont regardés de haut parce qu'on considère que ça vient d'une classe sociale qui est plus basse. Et quoi, elle ne mérite pas le respect, cette classe sociale-là ? Et il y a ce féminisme bourgeois et blanc qui prend beaucoup d'ampleur, alors que le féminisme, par essence, si on veut défendre le droit des femmes, ça inclut toutes les femmes racisées, les femmes françaises, les femmes étrangères, les femmes de tous les pays, de toutes les origines, de toutes les religions. Le féminisme, il peut pas se réduire à l'égalité dans les hautes sphères. Il doit aussi se battre là où les femmes travaillent le plus et gagnent le moins, dans certains secteurs, dans des classes plus populaires, et il doit aussi s'étendre à toutes les femmes. Et c'est pas normal de ne pas parler d'elles. Donc bref, voilà, parlons d'elles, sinon je vais me foutre en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!